Salut Moussaillon et bienvenue dans Squelette en croûte, l'émission de Faucon Millennial où on review les épisodes de la... Merde. Ça va, capitaine? Capitaine, vous vous étouffez. Je suis le capitaine Grushkov et je suis accompagné aujourd'hui de mon second Adrien. Bonjour tout le monde, je suis le second et je me rappelle plus de la voix que j'avais pris. Je sais pas. Et mon petit Moussaillon, Mali. Bonjour. Ne parle plus jamais. D'accord. Alors, est-ce que vous avez trouvé des trésors cette semaine? Qu'est-ce que vous avez de neuf à me raconter? Bah c'était le live day. Ouais. D'ailleurs, je déteste ce truc-là parce que le Live Day, c'est clairement Noël, mais ces connards d'Américains, ils disent tout le temps Joyeux Live Day à Thanksgiving, vous savez, leur truc, leur fête pourrie où ils fêtent le fait d'avoir fait un massacre. C'est un truc de fou. Non, mais on peut pas en parler 3 minutes de ça parce que vraiment ça me flingue qu'il y ait autant d'Américains, même de gauche, hein, tu sais, vraiment des Américains c'est tout le monde. qui fêtent cette merde. Ce n'est pas compréhensible. C'est un truc de fou, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vraiment... ce pays ne fait pas sens. Ils ont bien le Columbus Day, donc... C'est vrai. Non mais ouais, mais... Non mais c'est... typique. Hein. Le pire c'est que voilà, il y en a plein. Ok, la plupart, ils savent même pas ce qu'ils fêtent en réalité. Mais ceux qui le savent et qui le font quand même, ça c'est vraiment le summum. Mais c'est trop bizarre. Mais je crois qu'ils ont une semaine de vacances au moment de Thanksgiving. Non mais alors, tu prends les vacances, mais ça veut pas dire que tu dois fêter le truc. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la dinde et de toutes ces merdes prends les vacances et tais-toi. Moi, si je veux fourrer ma dinde, enfin voilà quoi. Et c'était la réplique de trop. Merci Christophe. Voilà. Bah j'attends Noël. Voilà, je le fais à Noël. Hein, quoi? J'ai l'impression que j'ai mis... Tu pourrais le faire 2 fois. Ouais, c'est vrai. Je peux le faire au Nouvel An aussi, je veux dire... Allez, triplette. Ok, et du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode 4 de la série You Have a Lot to Learn About Pirates, réalisé par Jake Schreier. Cette fois-ci, d'ailleurs, on change de scénariste, puisque cette fois-ci, c'est écrit par Myung-Jo Wessner, qui est une jeune femme je n'en sais rien, mais qui n'avait rien écrit jusqu'à 2024 dans ses crédits. Si tu cherches sur IMDb, elle n'a que des crédits à partir de 2024 pour Death and Other Details, High Potential et du coup Skeleton Crew. Et dis donc quel début de carrière, j'ai envie de dire. Franchement. C'est clair, hein, putain. Et je viens de voir d'ailleurs que le réalisateur, Jake Schreier, sera à la réalisation de Thunderbolts, le prochain film Marvel. Ouais. Donc, ce qui est dommage parce que je suis pas, c'est pas sûr que ce soit le meilleur projet Marvel. Hein, mais... Bah ouais, ils vont pas du rêve ce projet, j'avoue que. Mais enfin, on devrait l'appeler Thunderbolts astérisque parce qu'il y a un astérisque dans le titre qui est ridicule. Ouais, pourquoi ils ont rajouté un petit mec avec une moustache blonde un casque avec des ailes là. Je comprends pas, c'est vraiment. C'est dans quel univers ça? Bah dans Spirou et Fantasio. Ah ouais, putain. Du coup, mes petits moussaillons, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Sans spoiler, hein, cette fois-ci, on va pas oublier. Sans spoiler d'abord, un petit tour rapide. Et Adrien, tu m'as l'air de bonne humeur, alors vas-y. Oh, en vrai, j'ai trouvé l'épisode efficace. Peut-être quand même plus rythmé que celui de la semaine dernière. Mais du coup, c'était quand même... c'était sympa. J'ai bien aimé. Moi, il m'en faut peu, hein, vraiment, pour que j'aime un truc Star Wars. Vous le savez, je suis assez... conciliant, et moi quand c'est Star Wars je suis content, et là vraiment j'étais content, et franchement Neil le meilleur personnage, voilà. Intéressant avis, je m'attendais pas à t'entendre dire ça, Adrien.
Pourquoi tu te justifies d'avoir apprécié l'épisode? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je l'ai pas lu et c'est ça, j'ai pas lu et c'est ça ma surprise en fait. Je voulais juste passer faire un petit coucou dans l'émission, mais je vais pas en parler aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de me voir, donc je voulais juste être là pour la partie sans spoiler. Voilà. mais en contrepartie, j'ai une surprise qui sera dans le bêtisier que je vais faire une fois que je vous aurai quitté. Voilà. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et je pensais que j'allais réussir à le dire, mais Grushkov, il l'a vu direct. Je m'en vais. Oh là là, mais il faut que tu le regardes, Adrien, tu vas trop kiffer. Ouais, je pense. Ça m'a choqué le manque d'enthousiasme. Ça n'avait aucun sens. Tu m'as grillé vraiment, mais seconde une, quoi. Ah c'est ouais. Incroyable. Tu me connais beaucoup trop bien, Grushkov. Ça, tout s'explique. Oh là. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas, parce que il parlait de manière... mais même avant qu'on enregistre, hein, Oui. comme s'il était shooté ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est juste qu'il avait un gros secret. C'est l'euphorie de Noël, hein, pour ma défense. Hein. Bon, ok. Mais il est quand même venu. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors? Disez-moi, envie de voir cet épisode. C'est pour ça qu'il a dit que je lui avais pas ruiné sa journée. Oh le salaud. Quand je suis arrivé, il a dit c'était la première journée où il était un peu libre là autour de Noël et je lui ai dit oh désolé d'avoir ruiné. Il a dit non tu vas voir c'est ok. C'est ça qu'il voulait dire. Tout s'explique, c'est vraiment tout fait lien dans ton cerveau quand c'est incroyable. Au secours. Et il m'a dit alors du coup qu'est-ce que t'en as? Est-ce que tu l'as vu? Oui, je l'ai. Ça y est, Grushkov, toutes les semaines. T'as vu l'épisode, hein, t'es sûr, hein, maintenant, il va bon. être suspicieux. J'ai cassé Grushkov. Je suis désolé. Vas-y, Maddy. Je t'en prie. Alors, pour l'instant, c'est mon épisode préféré. Ouais. Ah ouais. Je pense que ça va être un bon résumé pareil. Hein. J'ai envie de dire, c'est bien parce que comme ça, Adrien, il va vraiment regretter de pas l'avoir regardé, de pas pouvoir en parler. Je regrette déjà. Il va être là genre, oh zut. Zut, merde. Là, il est en train de se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Je le vois demain ou après-demain ou plus tard. Ouais, mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard, ouais, absolument. Autant de ne jamais le voir et arrêter la série maintenant. Hein. Je pense que j'arrête là. Ça y est, j'arrête Star Wars. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux en dire plus, Maddy, ou franchement, je pense que c'est bien hein, comme résumé. Ouais, en vrai, je pense que on va dire que enfin, j'avais quand même des attentes pour la série, mais l'épisode, c'est un condensé de ce que je voulais voir. Ouais, c'est rigolo, il y a plusieurs trucs dont j'ai parlé depuis un bout de temps aussi que j'aimerais bien voir, et puis ça y est, c'est bon, ça a été fait. Il y a des moments, il y a un moment, SM parle, et j'étais en mode... Vraiment, j'ai fait... Eh oui, malheureusement. Vous me donnez beaucoup envie, hein. Ouais, vraiment. Eh ben, va le regarder, là. il a le non, seum. parce que, alors en fait, l'histoire, c'est que je voulais le regarder avec ma copine, et on s'est pas trouvé de temps. Et du coup, avec Noël, on a vraiment eu 0 temps pour le regarder. Et du coup, j'ai pas envie de le regarder sans elle, parce qu'on a dit qu'on regardait ensemble. Donc c'est pour ça que je dois l'attendre pour regarder l'épisode. Enfin, je dois l'attendre. J'ai envie de l'attendre pour regarder l'épisode. Mais tu l'as pas ramené chez toi, là, aujourd'hui? De quoi? Tu l'as laissé ailleurs que chez toi, là, aujourd'hui? Mais bien sûr, faut qu'elle aille passer Noël chez sa famille et tout, tu vois. C'est terrible, coup, non, ce n'est pas le cas. Bah bien sûr. Oh. Donc, voilà. Ouais, voilà, c'est pareil du coup pour moi. C'était pour l'instant mon préféré. Et encore une fois, hein, super, une vraie maîtrise du rythme, une vraie maîtrise de l'humour. Et maintenant, une vraie maîtrise aussi de tout ce qui est dramatique. On est bien dans on est bien dans la deuxième moitié de la série et je suis content qu'il reste encore 3 épisodes et pas juste un ou un truc comme ça. La sauce commence à vraiment monter et en plus il nous reste pas mal de temps pour explorer tout ça. Maintenant,
si vous ne voulez pas de spoilers, vous pouvez désormais quitter cet épisode, car nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dedans. Eh bien, à bientôt, mon cher Adrien. Bye. Salut. Et à très très bientôt pour le bêtisier qui sortira, je peux le comprendre, dans la foulée. Donc bisous tout le monde. Et j'arriverai à revenir pour un épisode de Squelette en Croûte. J'ai très très hâte. Mais oui, on n'en doute pas. Et du coup, on va passer en zone spoiler. Bye. 3, 2, 1. Zone spoilers. Et du coup, comme je disais, cette fois-ci, j'ai pris des notes. Du coup, je vais aller à travers mes notes et on va parler de chaque élément selon ce que j'avais écrit. Sauf si tu as d'autres choses à dire entre les deux. Mais par exemple, ma première note, c'est le daron de Wim qui est drôle. Une bonne intro, on les avait pas vus depuis l'épisode 3, du coup, les parents. Et c'est bien, du coup, de voir que ils essayent de faire des trucs, mais contrairement à d'habitude dans les films et les séries et tout, c'est juste des gens normaux, et du coup, ils sont pas très forts pour faire ce genre de choses. Ils galèrent de ouf. le truc de montrer sa main, c'est ce que je fais à mes enfants à chaque fois, alors ça m'a fait trop rire. Monte ta main gauche. Monte ta main droite. Non, mais les deux. Du coup, c'était bien drôle. Et encore une fois, ouais, c'est... Il y a toujours un peu ce truc-là du superviseur où ils sont plutôt sûrs que le superviseur va rien faire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de superviseur? Moi, je trouve ils ont bien ce côté, j'allais dire totalitaire. Peut-être que c'est exagéré, mais quand même un peu. Très la surveillance de partout, le contrôle de tout le monde. Ça fait un peu soft totalitarisme dans le sens où ils sont pas ouvertement violents et tout, et ils te parlent de manière polie et tout, les robots, mais ça reste du totalitarisme, donc bon, je veux dire, c'est quand même... Ça m'a fait penser à, tu sais, quand au Royaume-Uni, ils ont commencé à foutre des caméras de surveillance partout là. Ouais, mais ça, c'est fun. CCTV. Mais ouais, c'était trop marrant de voir le père de Wim. Tu sens qu'il se chie dessus, quoi. Ouais, il arrive pas. Il stresse de ouf. Le mec, il a 12 litres de sueur quand le droïde arrive. Quoi? Non, il n'y a pas d'énergie. Qu'est-ce que tu... Je trouve qu'ils ont bien réussi à rendre les robots oppressants. Parce que pour moi, c'est pas des droïdes vraiment. C'est vrai que c'est pas le typique droïde qu'on a. C'est plus. C'est assez différent du. C'est plus proche, et encore, même là, ils sont plus d'humanité, mais des droïdes de combat au final. Qui sont vraiment basiques. Mais ça, c'est bien. C'est bien. Et c'est cool qu'on continue. J'ai juste eu peur que ce soit un épisode centré sur les adultes et j'étais en mode. Oh non. J'espérais que c'était pas ça. Ah oui, j'ai pas mis dans mes notes, mais j'y ai pensé tout à l'heure. Mais je pense que la mère de Fern, elle devrait sortir de là et aller faire des bisous sur la bouche avec comment elle s'appelle la sénatrice dans la rebelle dans Mon Mothma, merci. Voilà, c'est tout. J'ai entendu Tuki derrière. Exoptique, voilà. Ok. Ensuite, j'ai noté... Ah oui. Du coup, on apprend l'existence l'identité du
précédent capitaine de SM-33, qui est le capitaine Tak Renaud. Et du coup, ça m'a dit un truc, je l'ai mis à l'envers, hein. Tu sais, malin. Et qu'est-ce que ça fait à l'envers, Renaud? C'est Donner. Et qui est un réalisateur qui s'appelle Donner? C'est Richard Donner, qui est le réalisateur des Goonies. Et de Superman aussi. Mais clairement fait exprès. Genre, ils sont pas allés très loin, ils ont même pas mis d'apostrophe cette fois-ci. Donc voilà, fun petit clin d'œil. Et on a ce petit moment où Jod il explique aux enfants qui c'est, quel est leur vaisseau et tout. Et il m'a, je trouve que, et ça continue un peu au fil de l'épisode, que ça fait pas mal parallèle à Will, le fait que il a vraiment les yeux pétillants quand il raconte l'histoire des aventures du capitaine Tak Renaud. Et je me demandais, du coup, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. Déjà, le fait qu'ils aient ligoté SM-33 sur la table. Et le fait qu'il se lève sans aucun souci. Sans problème. mais ouais, c'est vraiment très sympa comment il raconte. Enfin, là, c'est pas. Parfois, quand il y a de l'exposition comme ça dans une œuvre, ça peut vite, tu sais, te sortir de la vocation parce que tu te dis juste, putain, il raconte juste du blabla pour former le spectateur. Et là, en fait, bah non, il explique aux gamins, quoi. Et surtout le fait que les gamins, ils en ont rien à branler. Lui, genre, mais c'est trop important. Stylé. Et les gars, ah ouais. Ok, cool. Ouais. Ah non, vraiment, la scène était sympa. Et puis, ouais, Judd avec les étoiles dans les yeux en mode. Après, enfin, je sais pas toi, mais moi, quand il s'en rend compte, je me suis aussi dit, putain, la seule chose à laquelle il va penser, c'est la thune, tu vois. Oh oui, bah, ça, c'est sûr que c'est sa priorité, hein. C'est clairement sa priorité. Et du coup, il se rend compte, mais attends, c'est vraiment, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc. Et puis voilà, au fil de l'épisode, on voit ce qui se passe. Du coup, grâce à tout ça, tout ça c'est grâce en plus à KB, hein, qui a fait en sorte que sa mémoire le trigger pas, plus ou moins. Et du coup, il commence il leur parle de l'endroit où il avait sa cachette, le précédent capitaine. C'est quoi? C'est Skull Ridge. Skull Ridge Mountain. Skull Ridge Mountain. Et du coup, il décide d'aller là-bas parce que c'est là-bas qu'il y a plus de chances de trouver du coup les coordonnées, tout ça. Et tandis qu'il y a SM qui se met lui-même, du coup, à raconter ce qui s'est passé au vaisseau, au capitaine et au crew. En gros, mutinerie et mutinerie. et ça c'est ponctué à la fin par un magnifique... C'est quoi une concubine? C'est vrai que la tête de Judd à ce moment-là, elle est incroyable. Genre. Oui, attends, c'est peut-être pas pour les petits. Donc voilà, tout ça c'est bien. On a un peu plus de backstory. J'avais même pas remarqué parce que la dernière fois il en avait parlé. Pierre, il avait dit le nom du vaisseau, mais c'est vrai que jusqu'ici on le connaissait pas. Et du coup, là dans l'épisode, on apprend que c'est le Onyx Cinder qui est un vaisseau légendaire. Et évidemment, il est désormais tout pourri. Wim,
enfin son moment où, où c'est bon, c'est too much maintenant. Et il va pleurer un petit peu. Et du coup, la scène en deux parties. Hein. D'abord, Jod qui. Oui. D'abord Jod qui est oh non en voyant qu'il pleure qui essaye de partir mais bon il a quand même il a une petite conscience quand même. Il vient, il lui dit quelques platitudes et puis il s'en va, sauf que et quand on dit des platitudes on finit par mettre les deux pieds dans le plat et du coup il apprend malgré lui que la mère de Wim est morte. Du coup, il revient, il s'assoit, et il décide de lui donner des conseils un peu plus sérieusement. C'est une conversation assez intéressante. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce petit passage entre les deux, de ce que Jod raconte? Déjà, je trouvais que c'était intéressant, c'est qu'on n'avait pas eu de scène vraiment centrée sur Wim depuis pas mal d'épisodes quand même. Mm-hmm. Et je trouvais que c'était intéressant quand même de montrer que oui, c'est pas des aventures pour les enfants ce qu'ils sont en train de vivre, c'est difficile, c'est fatigant, borderline traumatisant quand même. Et de le voir pleurer comme un enfant, c'était bien, je trouve, de le montrer. Et ce que Jod dit, je trouve que c'était touchant, tu sentais qu'il en avait vraiment quelque chose à faire de la détresse de Wim à ce moment-là, mais que ça sent quand même que lui, il a vécu des choses pas joyeuses dans sa jeunesse et que ça a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui et que il essaye de donner à Wim des conseils que lui, il a utilisés pour se préserver, on va dire. Mais ouais, c'était pas difficile comme scène, mais je trouvais que c'était un peu, ça changeait du ton habituel de la série qui était quand même soit action, soit un peu déconne, et là c'était quand même touchant hein, comme scène. Oui. Et c'est intéressant, voilà, justement, ce que tu dis, c'est que on a vraiment un petit aperçu, mais évidemment, il reste toujours très à distance. Il garde quand même cette distance, mais on peut lire facilement le trauma de Jod, surtout avec les choses qu'il dit envers Wim qui sont intéressantes parce que c'est basiquement la philosophie des Jedi, mais tournée aussi dans le sens, dans un autre sens, c'est-à-dire que tu as cette impression du coup que effectivement c'était un Jedi ou un Padawan qui a tout perdu, évidemment, hein, comme on sait tout ce qui s'est passé, mais qui a gardé les préceptes des Jedi, mais pour devenir pirate. Tu sais, parce que le truc de pas d'attachement, tout ça, ça reste très Jedi. Et malgré tout, voilà, là on voit le côté, justement, que la philosophie des Jedi, c'est assez compliqué. Et tu peux très vite le tourner en quelque chose de mauvais, en fait. Parce que c'est pas bien ce genre de conseil. Par contre, ce qui lui dit après par rapport au fait que qu'il a beaucoup d'imagination et tout, et qu'il est le maître de sa propre destinée, tout ça c'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, il le quote directement. Ça me fait plus penser à un Qui-Gon Jinn, justement, qui lui dit aussi your focus determines your reality, ce que Qui-Gon avait dit à
un petit Anakin il y a de cela 30 ans, 40, 50 ans, je sais plus, 40 ans, un truc comme ça. Et voilà, je trouve ce passage-là vraiment très intéressant parce que ça en dit énormément sur le personnage de Jod. Sur le fait qu'aussi, effectivement, qu'il en a quelque chose à faire. Il est impressionné quand même par ses enfants qui se retrouvent là et qui, en plein milieu d'un truc où ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ouais, c'est clair. Mais qui le font quand même et c'est difficile et tu sens qu'il est impressionné et qu'il essaie, qu'il veut quand même les aider Wim à ce moment-là. Ouais. Et ce truc-là de lui dire que voilà, son imagination et tout ça, c'est une force. Ça, pour le coup, c'est un vrai bon conseil. Pas comme l'autre partie. Oui, c'est clair. Et du coup, ouais, c'est intéressant. Voilà, ça, pour en revenir à Jod, je trouve que tu vois, c'est vrai que t'as complètement comme tu disais, de la philosophie Jedi dans ce qu'il dit, mais je trouve que c'est bien que pour l'instant on l'ait pas eu frontalement. Tu vois, enfin, ils vont l'emmener, je pense, l'amener à un moment ou à un autre, mais qu'on le sache pas encore. Je trouve que c'est bien quand même pour que ça tombe pas tout le cul dans le bec. Oui, bien sûr, dans un moment on a comme le ça, temps. quoi. On a le temps d'avoir tout ça. Justement, c'est ça qui est bien. Il nous reste tellement de temps encore pour en attendre, pour que tous les personnages prennent plus sur eux-mêmes, sur ce qui est... Ouais, comment grandir, et lui-même aussi, qu'il va falloir qu'il fasse face... qu'il fasse face à ses propres traumas aussi. Parce qu'à chaque fois que le sujet d'être un Jedi revient, hop, il passe à autre chose sans élaborer. Mm. Et du coup, il va falloir qu'il règle ça aussi. Ensuite, on arrive dans les cieux de la planète où il y a Skull Ridge Mountain. Et on se rend très vite compte que, bon, voilà, c'est pas forcément ce qu'il pense que c'est. Chucky m'a fait noter, du coup, que un truc intéressant, c'est que SM33, il montre beaucoup d'attachement à cet endroit-là. Et il raconte des anecdotes, tout ça, et même le fait que c'est techniquement son lieu de naissance. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est rare que les droïdes dans l'univers Star Wars montrent de l'attachement à des endroits. Il agit vraiment comme un pirate qui revient au bercail, quoi. Ouais, sauf que le bercail, il a été gentrifié. Et quel reveal incroyable. Genre, même en le regardant avec les enfants, hein, on les voit, on voit les vaisseaux et ils sont genre c'est des vaisseaux de riches, ça. Et après ils le disent aussi dans la scène, genre ouais, il y a un truc qui va pas, c'est pas des vaisseaux de... On dirait les yachts sur Canto Bight, tu qui a dit, ouais. Même, je me souviens. J'ai pensé à ça. Moi j'ai dit la planète, elle me rappelle là où il y avait le yacht aussi de comment il s'appelle, de Dryden Voss dans Solo, absolument. Du coup, à chaque fois qu'on voit des montagnes comme ça, en fait, il y a des yachts. et effectivement, ce sont bien des yachts parce qu'ils sont sur la Nupa, qui est en fait, comment dire, ça a été, gentrifié. C'était connu sous le nom de The Demon's Rest ou Battle World, mais aussi la Nupa. Et du coup, c'est devenu tout simplement
un resort, quoi. Je sais plus comment on dit en français. C'est un spa, c'est une station balnéaire totalement. Avec des bains de boue et des trucs comme ça. Et c'est pour les adultes. Et du coup, grâce à ça, on a une des meilleures scènes de comédie de la série. Avec les Wise Elders. et vraiment le moment où il juste dit n'importe quoi, c'est trop drôle. Tu vois qu'ils avaient rien mis sur le script et c'est vraiment juste, vas-y, dis juste des mots qui veulent rien dire. Ouais. Et ça fonctionne trop bien, les enfants sont trop drôles dans leur petit costume là. D'ailleurs, Tuki a remarqué, et on a revérifié après, oui, que le chapeau que Fern a, c'est le chapeau du capitaine Renaud. Donc même dans son déguisement, c'est dans l'hologramme à la fin. L'hologramme. Du coup, même là, c'est elle la capitaine. Mais du coup, je me posais la question, je sais pas si tu te rappelles, alors je sais plus c'était dans quel épisode, quand Jod trouve la lame qu'il utilise dans cet épisode notamment, il l'enlève d'un squelette avec un beau manteau. Est-ce que c'est le capitaine ou est-ce que c'est un pirate random de l'équipage? Attends, je sais plus. Non, je crois que c'est juste un random de l'équipage. Non, attends. Ah. Je n'en ai aucune idée. Ah. Je ne sais pas. Ah. Anyway. je sais pas comment rebondir maintenant. C'est pour ça que je te laissais pas toucher. Mais du coup, quand ils arrivent, j'adore ça a fait beaucoup rire les enfants aussi, quand l'arrivée du vaisseau et la dame, l'hôtesse qui les voit arriver en souriant, et puis le sourire qui se décompose, qui s'efface petit à petit en voyant l'état de la bouse. Qui est trop drôle. Et après, ouais, toute cette séquence-là où ils font n'importe quoi, les enfants, c'est des bébés. C'est la première fois depuis un bout de temps qu'ils qu'ils se sentent à l'aise de se comporter comme des petits. Ce qui énerve un peu Jod d'ailleurs. Il n'a pas l'habitude en fait. Les enfants, ils étaient sympas jusque-là. Ils se comportaient pas vraiment comme des petits. Ils étaient en mode détresse, donc ils faisaient plus attention. Mais là c'est les vacances. Hein. Et du coup, il donne tout son argent parce que et ben encore une fois, son passé le rattrape. Et une chasseuse de primes. Est-ce que tu te souviens de son nom? Attends, je me souviens. Oui, c'est Pocket. Ça me fait rire parce que ça me fait penser justement à Pocket, mais avec un accent. Je sais pas, avec un accent. Pocket. Pocket. Qui freelance maintenant, mais qui. Clairement, il l'a doublé par le passé, avec une autre identité aussi, encore une fois. Et d'ailleurs, apparition du prénom Dash. Donc, les fans de Dash Rendar, voilà, vous avez des petits breadcrumbs. Qu'est-ce que tu as pensé de Pocket? Ah bah, Poukit, c'est une actrice que j'aime, qui est une actrice que j'aime beaucoup, donc ça, j'étais c'est Mérida. contente. Et donc il y avait ça, et puis j'aime beaucoup aussi que le fait que Neil il dit mais il y a combien de blazes quoi, c'est oui.
Justement, c'est vraiment le running gag. Oui. Mais malgré tout, d'ailleurs, on voit très vite que même s'il utilise tout le temps des noms différents, c'est pas suffisant. Les gens savent qui il est parce que elle a aucun souci à trouver le contact de comment il s'appelle, Brutus. Oui, et du coup donner la localisation de notre bon fier vieux Jod / Jack / Silvo / Dash. Et lui, il panique, hein, par contre. Il sait qu'il a fait la merde. Il panique tellement. Et du coup, pendant ce temps-là, les enfants, ils sont en train de juste être des enfants. Mais il est en mode panique totale. Il crie même sur les enfants, c'est terrible. Les enfants qui, encore une fois, disent Wizard quand ils arrivent, comme comment il s'appelle. Il s'appelait Kit, je crois, le meilleur ami d'Anakin dans l'épisode 1, oui, je crois, oui, qui disait Wizard, et qui, du coup, un terme qui, canoniquement, a été ajouté et attribué à un personnage de la Haute République. Ah bon? Ouais. C'est dans les romans jeunesse. Ce moment, voilà, on fait un petit tour du spa et tout, on voit un peu ce qui s'y passe, on voit le clan bancaire. Ah oui, d'ailleurs, Tuki a dit un truc très intéressant par rapport à ça, que j'ai noté. Que le lieu de vacances, là, c'est une bonne représentation aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles aussi avec comment ça s'appelle, Canto Bight, évidemment. Ce côté luxurieux et tout. Et justement, ce lieu luxurieux, on a beaucoup plus quelque chose à faire de la tranquillité du clan bancaire que du fait qu'il y a un mec chelou qui a des enfants qui sont clairement pas les siens. Mais c'est pas grave parce que il donne quelques crédits et hop, le criminel il peut faire ce qu'il veut. Ce qui ça me rappelle un peu la vraie vie, ça. Mais oui, c'est tout à fait juste, encore une fois, hein, les endroits de luxe et la moralité, bon, c'est pas forcément quelque chose qui va de pair. Hein. Ah bah franchement, dès qu'ils ont commencé, enfin qu'on a vu le yacht, que t'as, tu sais, les vaisseaux d'escorte qui sont arrivés et tout, je me suis dit, oh putain, on dirait la Suisse. Et tout l'épisode, je me suis dit, tu sais quoi, c'est probablement fait exprès. Bon, c'est bien vu, ça. C'est bien vu, c'est un bon truc. C'est vraiment bienvenue chez les riches, quoi. Ouais. La gentrification. Évidemment, tout du long, Sam est hilarant, mais en fait, ils sont... Vraiment, j'aime beaucoup la comédie dans cette série. Et ça fonctionne à chaque fois. Hein. Moi, rien que les enfants qui arrivent en costume comme ça, mais genre... Même pas en marchant ou quoi que ce soit, ils viennent de la plateforme du dessus, comme ça, accrochés, ils sont... Putain, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire, c'est trop con. C'est parfait. Le hut... Quand ils arrivent dans la chambre et qu'ils font la baston sur le Ah ouais, c'est vraiment parfait parce que... ça rappelle vraiment les vrais enfants, putain. C'est vraiment comme ça. Et surtout, les enfants, ça adore les hôtels. Hein. L'année dernière, on est allé à Legoland et on avait pris l'hôtel et tout là-bas. Et les enfants, ça les a marqués à vie. Hein. En même temps, les hôtels, c'est vrai que quand t'es gamin, c'est... Et pourtant, leur père, au mien, il ronfle très très fort. Et malgré tout, les souvenirs sont bons. Du coup, on voit effectivement le clan bancaire. Du coup, il y a des moons. On voit un hut. On voit un des gars, justement, comme je dis, parallèle avec Canto Bight. Il y a un petit gars. Alors, attendez, j'ai noté le nom de son espèce quelque part.
se fait manger par le Hutt, là. Ouais, Trogloff, qui avait fait leur première apparition dans le casino de Canto Bight dans Star Wars épisode 8. Et du coup, c'est rigolo. Là, il y en a un qui arrive, il ramène un peu de fruits. Et alors, moi, je me demande, est-ce que du coup, il les mange, mais après, il les recrache? Ou est-ce que quand il dit « pas encore, s'il vous plaît, pas encore », c'est juste qu'il en a mangé d'autres et que le gars il est en train de lui dire « non, mais vous avez pas mangé tout notre staff ». Je me suis posé la même question. En tout cas, peak comédie, encore une fois. Et puis, franchement, j'étais trop contente de voir un Hutt. C'était... Ouais. En plus, en ce moment, avec les rumeurs du retour de Rota, d'ailleurs, Tuki a directement dit « est-ce que c'est Rota ?» Et franchement, pourquoi pas, et ça peut marcher, hein, ça pourrait être lui, et c'est un gros teaser pour la suite. Toto, j'ai vu sur le Discord, a dit que le modèle ressemblait vachement à l'un des deux jumeaux dans le Book of Boba Fett. Mais que ça reste assez différent. Du coup, le modèle est probablement un recyclage de modèle, mais qui sait? Si ça se trouve, c'est le fameux Rota the Hutt, et du coup, on a eu un caméo du gars de The Bear dans... Who knows? D'ailleurs, en parlant de moralité, effectivement, un autre truc que Tuki m'a dit de noter, que Pokit, effectivement, demande la prime sur Jod, mais parle pas à un instant des enfants. Alors que ça fait partie des menaces, parce que dont Jod leur parle aux petits, qu'il y a aussi probablement une prime sur leur tête à eux, et ce qui est probablement vrai aussi d'ailleurs. Ah, tu vois, je suis pas sûre. Il avait dit get him and those pups. C'est vrai. Il y a un bout de temps. Donc, peut-être. Anyway. Du coup, ils partent en mission, ils essayent de trouver l'entrée de l'antre du Captain Renaud, et on rencontre une créature d'un type qu'on n'a jamais vu dans Star Wars. C'est très très rare d'avoir des créatures de cette envergure, surtout des créatures sentientes. On a Cthulhu. Cthulhu. Qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as vu ça, Maddy? Ah bah, alors perso, je me suis dit, ça va vraiment être un ennemi à ce moment-là, et de voir la scène plus tard où il est en mode oh bah vas-y, j'ai de les gosses. C'était vraiment sympa, et comme t'as dit et comme a dit Toto, de voir une créature de cette taille-là qui est sentiente et qui est gentille, c'était chouette. C'est rare, hein? Ouais, c'est rare. Et c'est super cool en plus, les giga tentacules là, ou je sais pas quoi. C'est très très fun. Pendant que les autres ils sont en train de galérer à l'extérieur parce que il a fini par se faire choper. Encore une fois, il se fait choper à cause d'une fausse identité, Jod. Et lui, pendant ce temps-là, les petits sont en train de raconter tout. Quand ils se rejoignent, le gars, il a jamais vu Jod de sa vie. Il sniffe, il sait qu'il faut pas lui faire confiance. Ah, vraiment. Et c'est ça le truc, vraiment, tous les épisodes fourmis de petits trucs comme ça, de petites nouveautés, des choses qu'on n'a jamais vues dans Star Wars, mais qui ont totalement leur place. Ça fait vraiment plaisir vraiment, c'est juste de la joie. Et tu sais ce qui m'a rendu joyeux après, justement, après qu'il aurait ouvert la voie? On a enfin notre endroit avec des pièges à la Indiana Jones. Avec les booby traps.
Avec les booby traps, oui. Donc ça m'a fait plaisir, évidemment. Je l'attendais et on l'a enfin eu. Donc je suis satisfait. En plus, c'est un classique. Il y en a un qui est très classique, l'autre qui est vachement bien pensé, je trouve, pour un truc de Star Wars. C'est vraiment... c'est bien adapté, le truc où tu te fais propulser dans les airs, dans des pics. Vraiment pas mal. Et puis le truc où les enfants, heureusement, ils ne font pas la taille recommandée pour aller dans ce genre d'attraction. Parce que t'as le rayon laser qui leur passe juste au-dessus, là. C'est très fun. C'est une bonne adaptation, encore une fois, des booby traps. J'aurais bien aimé qu'il y en ait encore plus, mais je suis satisfait de ce qu'ils ont fait. Ça aurait été bien. Mais d'ailleurs, il y en a un autre un peu plus tard, quand ils arrivent dans la salle du... Enfin, il y a un truc avant nous. Mais dans la salle du trésor, c'est vrai qu'il y en a plusieurs autres, mais il y en a un qu'on voit spécifiquement avec le classique trap dans le vide. Mais avant ça, évidemment, il y a l'énigme. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette énigme? Encore une fois, très Indiana Jones, très film d'aventure, tout ça. Avec l'énigme à résoudre. Les enfants qui ont une bonne solution, mais évidemment, c'est là que il faut qu'ils se remettent dans le contexte. C'est un endroit pour les pirates ici, donc ils s'en fichent de la vie. Ce qu'ils aiment, c'est... Qu'est-ce qu'on aime, Moussaillon? Exactement, Moussaillon. Encore une fois, voilà, un classique, mais bien adapté et surtout, John lance leur dernière Datari. Maintenant, ils en ont plus. ils jettent la dernière dans l'acide. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que toi, tu sais, c'est John, on va dire, qui trouve la solution, mais on voit, une fois que le bassin d'acide est vidé, qu'il y a des squelettes dedans, quoi. Ouais. Donc, il y en a sûrement des mecs qui ont été sacrifiés pour le truc, quoi. Absolument. Et c'est un truc que je trouve qui est bien réussi, c'est que il y a beaucoup de squelettes. Il n'y a pas beaucoup de cadavres dans la série. Donc c'est pas chelou. C'est vraiment... Ils ont vraiment pensé à adapter ça à des enfants et tout. Ouais. Les enfants, un squelette, ça va pas les... Ça implique la mort. Mais voilà, c'est pas... visuellement la même chose et ça fonctionne beaucoup plus et je trouve que c'est très appréciable. Ils ont vraiment trouvé ce truc là et quelques carcasses de droïdes seraient pas malvenues, ceci dit. On en avait à un moment dans l'épisode 2, mais ça pourrait être bien d'en avoir de temps en temps parce que les droïdes, on le sait, hein, on en a un là, ils font partie des crews aussi de pirates. Mais oui, effectivement. Et ce que j'aime bien aussi avec l'énigme, c'est que Jod trouve la solution, mais il laisse les enfants la trouver aussi par eux-mêmes. Il leur donne un petit indice, mais il les laisse trouver par eux-mêmes, et ça, c'est mignon. D'ailleurs, parce que voilà, les enfants, en vrai, à la maison, ils vont faire la même chose. Ah mais oui, c'est le trésor. Non, c'est vrai que c'est... La série est vraiment très bien pensée à ce niveau-là, quand même. Ce qui est bien, c'est que c'est pas genre, ça fait pas Dora l'exploratrice voilà, en mode on va faire la pause jusqu'à ce que l'enfant trouve ou pas d'ailleurs. mais c'est fait de manière très organique et du coup ça fonctionne peu importe le niveau lecture que tu en as, le niveau de maturité que tu as, juste de vieillesse tout simplement. On est vieux nous. Et là, voilà, on est bien. Et ils arrivent dans la fameuse salle du trésor du capitaine. Évidemment,
ne touchez à rien parce que tout est piégé. Classique aussi. Et j'aime bien la façon dont Neil trouve le switch qu'il cherche. Par observer. Et à chaque fois d'ailleurs qu'il cherche un truc, c'est lui qui trouve. C'était pareil pour les plaques. L'observateur de... Ouais. Il est très bon à ça. Donc voilà, il trouve ça. Il découvre quelques informations sur leur destination, tout ça, sur le capitaine Renaud. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Maddy, est-ce que tu t'y attendais maintenant? Oui, c'était pas surprenant. Jade, il flippe, il veut reprendre la main depuis quand même pas mal de temps, donc c'était à prévoir. Oui, c'était à prévoir, mais dès maintenant, j'ai été surpris qu'il le fasse aussi vite. En vrai, dans le contexte, ça a beaucoup de sens qu'il le fasse. Il est complètement en position de force maintenant, il a tout ce dont il a besoin, et du coup, il a pas à hésiter. Et il le fait quand même d'une manière où... c'est difficile à dire, mais où il respecte quand même les enfants, genre... Il veut pas leur faire du mal. Mais, à cause de ses traumas, de la vie qu'il a vécue, tout ça, il ne fait confiance qu'à lui-même pour trouver... pour juste le trésor, quoi. Juste récupérer le trésor. Et même si c'est juste des enfants, il préfère les mettre en sûreté, selon lui, hein, en prisonnier, que de risquer de ne pas avoir sa récompense. Ok, alors ce que j'avais dire, il y a un moment dans l'épisode où il y a quelqu'un qui dit, je crois que c'est SM qui dit ça, un capitaine ne fait confiance à personne de son équipage. Et pour le coup, ça revient à ce que tu disais, il fait confiance à personne à part lui-même. Et Absolument. même si c'est Fern qui est légalement le capitaine du vaisseau, c'est Judd qui est vraiment le capitaine. Tout à fait. Et c'est ça aussi, voilà, la série fait très bien ce genre de truc où il set up énormément de choses de manière très organique, et du coup quand ça arrive, ouais, évidemment, c'est logique, ça fonctionne avec les règles qu'ils ont établies auparavant. C'est très maîtrisé au final. C'est rigolo, hein, quand même, que pour une série comme ça qui est pas très philosophique, c'est juste une série d'aventures, mais l'écriture est quand même toujours très très bien réussie. Ça, et puis je trouve que tu disais qu'ils respectent quand même beaucoup les enfants. Dans les années 80, les personnages comme ça, ils frappaient les enfants. Hein. Oui, bon, on a évolué. Hein. Voilà, tu vois. Et là, c'est un peu ça que j'avais peur, c'est qu'ils soient vraiment violents verbalement et physiquement avec les enfants. Bon, ils menacent, mais... Ils menacent quand même Fern, mais... mais je pense pas qu'il aurait fait quoi que ce soit. Même si elle avait, entre guillemets, pas cédé, il l'aurait pas... Qui sait? Il lui aurait pas fait de mal. En tout cas, alors qu'elle est là, menacée et tout, Wim arrive avec un sabre laser qui faisait partie du trésor, et malheureusement, il l'allume à l'envers. Une chance sur deux. Ok, et pour conclure, je propose de finir en parlant d'une chose dans cet épisode qui nous a marqué, que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, les décors ou quoi que ce soit. Quelle est la chose que tu retiens de ce visionnage, ma petite Maddy? Du coup, dans le reste de la scène, alors je sais plus si c'est Wim ou Neil qui déclenche le booby trap et qui les fait tomber dans un trou. Et ce que j'aime bien dans cette scène, c'est que du coup, Judd a l'air quand même, je vais pas dire inquiet, mais concerné par le fait que les enfants soient tombés dans le trou. Et l'épisode se termine là sur ce plan de Judd qui est un peu surpris. Je trouve que c'est une bonne fin quand même pour l'épisode parce que ça reste un petit cliffhanger quand même. Et pour finir par rapport à ce que je disais, un élément que j'ai bien aimé dans l'épisode, c'est... tout l'épisode est très bien.
J'aime bien que l'épisode soit quand même centré un peu plus sur Jod que d'habitude, avec les emmerdes qu'il a eues, le fait qu'il comprend bien qu'il y a quelqu'un qui a son cul, enfin plusieurs personnes même, et il a peur, quoi. Vraiment il a peur, c'est pour ça qu'il renverse Ferme, et c'est aussi pour ça que surtout il demande à SM de trigger le remplissage de la cuve d'acide. Enfin, c'est quand même, enfin, on le voit pas, mais c'est quand même assez violent par rapport à ce qu'on a vu dans le reste de la série. Et vraiment, j'ai hâte de voir ce que la suite va donner. On aura forcément une rédemption de jeu d'un moment ou d'un autre, mais voilà, c'est vraiment l'épisode était super bien maîtrisé, l'humour était bien, le rythme était bien, les séquences chacune de leur côté étaient bien, vraiment. J'ai hâte de voir la suite, comme à chaque épisode, mais voilà, ça va venir vite la semaine prochaine. Donc, moi, ce que j'ai préféré, c'est le côté gentrification et tout, quand même, des trucs, et SM qui pète un câble, et puis tout ce spa qui est juste au-dessus de littéralement d'un trésor pirate et tout, c'est trop drôle. Et c'est tout pour cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 6. Vous pouvez retrouver... Non, pas du tout. On vous remercie chaleureusement Karel, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon et évidemment toutes les personnes qui nous écoutent. On vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Oh là là, j'ai du mal. Et une bonne chance pour votre prochaine aventure. En attendant, n'oubliez pas de ne toucher à aucun bouton. Ah non, pas celui-là. Bisous. À bientôt. Bisous. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous. Kondoku Zizi.